Bon, bonjour de ma part. Un grand merci aux organisateurs pour m'avoir invité et c'est avec plaisir que je vous présenterai dans une petite une heure et demie, disons, un état de la question sur le patrimoine culturel subaquatique de la partie belge de la mer du Nord. Hein, vous savez entre-temps que la partie belge de la mer du Nord n'est pas tellement grande. C'est à peu près la superficie d'une province. Donc on pourrait considérer que la Belgique est constituée de 11 provinces et on a une partie de la mer du Nord. Oh. Ah, okay, c'est ça. Et bon, la table de matière, je vais, après une brève introduction, on va plonger dans la partie belge de la mer du Nord. Hein, je vais vous dresser un peu le bilan des types d'épaves de bateaux qu'on a, d'épaves de bateaux, mais aussi d'épaves d'avions. Il y a pas mal des eaux paléontologiques, hein, et surtout des mammifères terrestres qu'on retrouve, que les pêcheurs, que les chalutiers de temps en temps retrouvent dans leur chalut, et des sites archéologiques engloutis ou submergés, surtout le long du littoral. Et la troisième partie, en fait, sera consacrée aux plages, parce qu'en général, les archéologues n'aiment pas trop la plage, je ne sais pas pourquoi, mais on ne considère jamais ou rarement la plage comme étant une zone archéologique. Et pourtant, hein, sur les plages, on retrouve le même type de sites. On a des sites archéologiques engloutis, comme Raversede, qui vient d'être mentionné, mais aussi on retrouve de temps en temps des eaux paléontologiques des mammifères terrestres, des époques glaciaires, et aussi des épaves de bateaux et d'avions. Donc, et finalement, je vais terminer avec quelques conclusions et je vais vous laisser évidemment aussi un peu de temps pour poser des questions s'il y en a. Donc, quand on parle aux gens du patrimoine culturel subaquatique, pas seulement dans la mer du Nord, mais aussi partout, les gens pensent immédiatement aux épaves. Ceci n'est pas un grand problème, mais le problème c'est qu'on ne pense pas à autre chose. Hein. On ne voit pas qu'il y a beaucoup d'autres choses. Finalement, les épaves sont on pourrait dire, sont les exceptions qui sont là. C'est un terroir qui est devenu mer et sur la mer, on a eu des bateaux. Donc, mais les gens, en général, pensent uniquement aux épaves. Et c'est très difficile à contrecarrer cette idée. Mais quand on voit une image que vous avez peut-être déjà vue, c'est une partie de l'Europe du Nord-Ouest, notre partie de l'Europe, notre partie du monde, disons, et toute la zone en rouge a été de la terre pendant les époques glaciaires. Donc, si on considère que les îles britanniques et tout ça, ça appartenait, ça joignait disons, le continent de l'Europe du Nord-Ouest, à ce moment-là, pendant 3/4 de notre préhistoire, ça veut dire que la plupart du temps, cette zone n'était pas une mer comme on la connaît actuellement, mais était de la terre. Et du moment qu'on se réalise cette image, qu'on voit cette image, qu'on voit toute la zone rouge, on réalise qu'il y a beaucoup plus que d'épaves de bateaux et d'avions. Il ne faut pas considérer cette zone comme une zone de terre comme le reste, disons, du continent. Hein, c'est une zone assez basse où se situaient toutes les rivières, toutes les proto-rivières, disons, le proto-Escaut, la proto-Meuse, le proto-Rhin, toutes les rivières qu'on connaît actuellement coulaient vers la Manche, où il y avait une très grande rivière, la Manche, le Chenal. C'est en effet une zone très basse entre ce qui est devenu les îles britanniques plus tard et le continent de l'Europe de l'Ouest.
Et ça explique aussi qu'on trouve pas mal des eaux paléontologiques dans cette zone, hein, dans ces vallées. Ce sont évidemment des zones qui sont riches en eau déjà, mais riches en nourriture pour les animaux. Donc dans les périodes froides, les animaux ont tendance à se concentrer dans les vallées. Ça explique déjà en partie pourquoi les chalutiers trouvent de temps en temps des eaux paléontologiques, des mammouths, des rhinocéros, tout ça, tous des animaux qu'on n'expecte pas trouver en mer. Donc lié à ça, je ne vais pas insister là très longtemps sur cette image, mais on connaît plus ou moins l'évolution de notre littoral. Hein. Depuis la fin des époques glaciaires, les géologues maritimes ou les géologues marins ont plus ou moins des connaissances qui deviennent de mieux en mieux de l'évolution de notre littoral à partir disons, de la fin de l'époque de la dernière glaciation à l'heure actuelle. Donc la première image en haut et à gauche, c'est plus ou moins juste à la fin de la dernière glaciation. Et à ce moment-là, notre littoral se situe plus ou moins au niveau de la limite entre notre mer territoriale et le plateau continental. C'est plus ou moins, c'est pas exactement, mais c'est plus ou moins, disons, la limite entre ces deux zones qu'on verra tout de suite. Et deuxième chose importante, à mon avis, donc au milieu, le cinquième image dans le littoral à l'époque romaine. Et on constate qu'à l'époque romaine, qu'il y a pas mal, que notre littoral était beaucoup plus vers le nord, vers la mer. Donc si on trouve de temps en temps des objets romains, si le pêcheur trouve de temps en temps des objets romains, c'est pas abnormal parce qu'à cette époque-là, le littoral, la côte se trouvait plus loin. Et même encore à l'époque, au Moyen-Âge, au bas Moyen-Âge, vous voyez ici l'image de notre littoral pendant le bas Moyen-Âge. Maintenant, on a, disons, l'Escaut en forme d'entonnoir, mais à l'époque, vous voyez, au bas Moyen-Âge, aux alentours de 1400, la côte se situait là-bas. Et toute cette zone qui est maintenant l'estuaire de l'Escaut et en forme d'entonnoir était tout à fait remplie des îles. Voilà. Encore aux alentours de 1400, on a toute une série d'îles. On a pas mal de sources écrites de ces habitations. Il y a même une petite ville. Waterdunen est une petite ville qui est située sur une des îles. Toutes ces îles ont disparu, disons, au cours du 15e, 16e siècle. Et le pointillé indique maintenant le littoral actuel. Et on voit toute une zone qui était à l'époque, qui n'était pas de la mer. Un élément important que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le paardenmarkt ou le marché aux chevaux, où on a jeté depuis des décennies, enfin, pendant le XXe siècle, on a jeté une quantité énorme d'explosifs de la Première Guerre mondiale. C'est un peu de la politique de l'autruche. On ne savait pas trop quoi faire avec tous les obus, tous les grenades avec des gaz toxiques, etc. C'était très dangereux à démonter ces obus, ces grenades. À un moment donné, on a décidé on va les jeter en mer. C'est comme j'ai dit, c'est de la politique de l'autruche. C'est une bombe à retardement pour nous parce que c'est un endroit, on ne sait pas exactement combien, il y en a des milliers ou des centaines de milliers d'obus. On ne peut pas s'imaginer combien d'obus on trouve en Flandre occidentale, sur la frontière de la Première Guerre mondiale. Et ce site n'est pas très loin de Knokke, juste en face de Knokke. On a toute une zone qui est remplie d'obus de la Première Guerre mondiale. Heureusement, les derniers temps, il y a un ensablement graduel. Donc, pour le moment, il y a 2-3 mètres de sable au-dessus du tas d'obus. Mais bon, c'est pas très rassurant, on ne sait pas trop de quoi en faire. Parce que, il y a des gens qui disent qu'il ne faut surtout pas toucher parce que ça risque d'exploder. D'autres disent qu'il faut éliminer, il faut enlever tout ça parce que c'est effectivement une bombe à retardement qui va tôt ou tard, avec la corrosion, ça va nous donner des problèmes de pollution, de gaz toxiques et tout ça. Mais bon, ça c'est aussi une partie de paardenmarkt qui était à l'origine un marché à chevaux dans un site qui est
situé actuellement, qui est perdu, qui est situé actuellement en mer. Ça, un peu comme introduction. On vous a déjà expliqué les zones maritimes, enfin, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus. Donc les eaux territoriales, c'est un peu comme faisant partie de notre pays. Dans les eaux territoriales, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut. La Belgique peut décider ce qu'on fait là-bas. De plus qu'on s'éloigne de la terre, de moins qu'on a à dire sur les zones maritimes. Donc un pas très important pour la Belgique, c'est une date clé finalement pour le patrimoine subaquatique. C'est la ratification par la Belgique en 2013 de la Convention de l'UNESCO. Et vous voyez ici sur un plan, sur la carte du monde, en rouge les pays qui ont ratifié, en orange les zones maritimes qui les accompagnent, et un peu plus en détail pour l'Europe, notre zone du globe. Et on voit que la Belgique est plus ou moins sur une limite de ratification. Il y a toute une série de pays méditerranéens qui sont en faveur de la ratification. Et nous, on est plus ou moins, je trouve, sur une limite de ratification entre le monde, disons, latin peut-être, et le monde anglo-saxon ou scandinave. Et on voit sur le monde, on voit deux zones de concentration, deux zones concentrées de ratification. C'est le pourtour méditerranéen et les Caraïbes. Et vous devinez tout de suite pourquoi. Parce que ce sont les zones qui sont tout de suite venues en contact avec la chasse au trésor. Les politiques de ces pays sont très sensibles à la chasse au trésor, donc ils se sont réalisés très vite qu'il faut faire quelque chose pour éviter que le patrimoine s'en va. Et ça explique pourquoi dans la zone méditerranéenne et dans les Caraïbes, on attend de ratification. On l'a ratifié en 2013. Vous savez, ce n'est pas très facile que la Belgique ratifie quelque chose. On est un pays assez compliqué. On est, comme vous savez, 3 communautés, 3 régions, l'État fédéral. Avant que la Belgique peut ratifier, il faut avoir l'accord de la région bruxelloise, de toutes les composantes de notre pays. Et ça nous a pris 5 ans, c'est pas trop long. Il y a des pays moins compliqués qui font beaucoup plus de temps à ratifier la Convention, comme par exemple les Pays-Bas. Ils en parlent déjà depuis 20 ans, jusqu'ici, ils n'ont pas encore ratifié. Nous, la Belgique l'a fait relativement vite. Ça fait que le régime législatif du patrimoine est assez compliqué en Belgique. Donc on a déjà, chaque région peut gérer son patrimoine dans les rivières, donc le patrimoine subaquatique dans les rivières. Chaque région peut régler ça. En plus, j'ai bien compris que la région wallonne a donné l'initiative, a donné la responsabilité pour son patrimoine à la communauté germanophone pour gérer elle-même ce patrimoine. Donc on a déjà 4 systèmes. Et en plus, dans la mer du Nord, on a encore 3 systèmes qui s'ajoutent. On a, disons, la zone entre la marée haute et la marée basse appartient à la Flandre, donc correspond au régime archéologique qui s'établit en Flandre. On a la mer territoriale et on a le plateau continental qui ont 2 régimes différents, juste à cause du limite de 100 ans. Vous avez compris que l'UNESCO considère comme étant patrimoine chaque objet qui est au moins de 100 ans submergé. Nous, dans notre loi, je vais les expliquer tout de suite, on peut aller plus loin dans sa mer territoriale. Là, on peut faire ce qu'on veut. Nous, la loi belge a décidé qu'on n'a pas de date, je ne sais pas comment on s'appelle ça, pas de date nécessaire pour considérer quelque chose comme étant patrimoine. Mais on ne peut pas faire cela au-delà de la limite entre la mer territoriale et le plateau continental. C'est pour ça qu'il y a 2 régimes différents. Donc ça fait qu'il y a quand même 7 régimes différents. Ce n'est pas très facile. Ça complique un peu les choses. Ce que les gens, en général, ne se réalisent pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font en mer. Il y a beaucoup d'activités.
je dirais, parfois je dis il y a plus d'activités en mer qu'en terre, parce qu'il y a des extractions, des granulats de sable, de gravier, il y a des constructions des parcs d'éoliennes, il y a des gazoducs, il y a des zones pour l'armée, pour ces exercices. Il y a des zones de protection de la nature. Donc, c'est ce que je veux dire, il n'y a pas moyen de réserver une zone pour le patrimoine. À mon avis, ça n'a pas de sens non plus, parce que le patrimoine se trouve partout. Donc, on ne peut pas dire, bon, cette zone, on va la réserver pour le patrimoine. Ça n'a pas vraiment sens, parce que le patrimoine, il est réparti sur toute la zone qu'on a. Ce qu'on pourrait à la limite faire, c'est de faire une réserve quelque part. Si on a, des fois, on peut enlever des épaves, on pourrait désigner une zone pour les déposer. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Mais ça, pour vous expliquer qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en mer. Il n'y a aucun mètre carré qui n'est pas occupé par quelqu'un ou en mer. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'évolution législative en Belgique en concernant donc le patrimoine subaquatique. Jusqu'en 2007, on avait encore l'ordonnance de Charles Quint, le 10 décembre 1547, qui est encore en vigueur. Cette ordonnance est restée en vigueur jusqu'en 2007, quand le ministre Landeut l'a enlevée et remplacée par une nouvelle loi. Donc Landeut a fait une nouvelle loi en 2007, la loi relative à la découverte et à la protection d'épaves. En 2007, là on voit très bien, quand on compare la loi relative à la découverte et à la protection d'épaves avec la nouvelle loi de 2014, qu'il y a un changement de mentalité. En 2007, on voyait uniquement des épaves. Comme le peuple en général, on voyait, bon, il faut faire quelque chose, il faut protéger les épaves. C'est pour ça que la loi s'appelle Découverte et à la protection d'épaves. Cette loi n'a jamais eu un arrêté royal, n'est jamais entrée en vigueur. Donc, cette loi a aboli ou a éliminé l'ordonnance, mais n'est pas entrée en vigueur. Et c'est finalement en 2014 que le ministre Van Lannotte, ministre Landeut était ministre de la mer du Nord. Je ne sais pas si vous savez, nous avons un ministre de la mer du Nord. Actuellement, c'est un secrétaire d'État qui a la responsabilité, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui s'occupe de la mer du Nord, qu'on peut parler à quelqu'un politiquement au niveau du patrimoine. Et c'est Van Lannotte qui, en 2014, a fait une nouvelle loi, une loi relative à la protection du patrimoine culturel subaquatique dans le sens de la Convention UNESCO. Donc avec cette loi, on a plus ou moins implémenté, on a plus ou moins fait entrer en vigueur les clausules qu'on a signées, qu'on a ratifiées par la Convention. Il y a encore du boulot à faire, on n'a pas tout fait. Mais bon, c'était au moins un pas en avant. On a maintenant une loi, et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça a abouti. Et cette loi est entrée en vigueur, il y a un arrêté royal, donc cette loi permet au ministre de protéger des épaves comme étant patrimoine culturel subaquatique, ce qui n'était pas possible auparavant. Il fallait trouver des excuses, on va protéger ce site pour les valeurs de la nature ou pour autres valeurs. Maintenant, avec cette loi, on peut vraiment protéger en mer une épave ou un autre site de patrimoine culturel subaquatique. Bon, ça pour la partie introduction. Je vais vous montrer brièvement, parcourir brièvement, donc, c'est la question qu'on me pose souvent, la mer combien de sites archéologiques il y a dans notre partie de la mer du Nord. Il y en a, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais il y en a au moins 366 positions qu'on connaît. Ça veut dire, ce sont des endroits où on sait, bon, il y a quelque chose qui sort du fond de la mer, où il y a un site d'épave qui se situe là. Donc, ce sont 366 points d'intérêt patrimonial, je dirais. Si on divise un peu plus loin, ça veut dire qu'il y a presque 300 sites d'épaves de bateaux. Et de ces 300 sites, il y a à peu près 230 que j'appellerais identifiés. Identifiés, qu'est-ce que ça veut dire? Des fois,
on connaît l'histoire, on connaît le nom, on sait quand le bateau a coulé, tout ça, on connaît toute l'histoire. Mais pour un grand nombre, on pense que cette épave, où on a une identification à un niveau général, par exemple, un sous-marin allemand de 14-18. Ce n'est pas vraiment identifié, mais bon, on en a 230 de ce genre-là, identifiés ou presque identifiés. Et il y en a encore quasiment 70 dont on connaît strictement rien, dont on sait strictement rien, que j'appellerais non identifiés. On a enregistré aussi 6 sites d'épaves d'avion et aussi pas négligeable, encore une soixantaine que j'appelle autres, parce qu'on ne sait pas si c'est une épave ou un avion, une épave de bateau ou d'avion ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on sait, hein, en global sur notre partie de la mer du Nord. Est-ce que c'est tout? Non. C'est l'inventaire des sites qui sont facilement repérables, facilement trouvables. Et comment est-ce qu'on sait tout ça? D'abord par l'intermédiaire des pêcheurs, hein, qui ont pendant les années 60, 70, 50, les pêcheurs, on peut les comparer avec des paysans. Ils sont des gens, les paysans font du labour, les pêcheurs, ils font du labour en mer du Nord. Ils ont labouré, disons, quasiment toute la surface de notre partie de la mer du Nord. Ils ont de temps en temps repéré des choses, trouvé des choses. De temps en temps, ils ont eu des dégâts avec leurs filets qui s'accrochaient à un site d'épave et tout ça. Donc, par l'intermédiaire des pêcheurs, on sait pas mal, on connaît pas mal de sites, bon, de localisation, disons. Et ensuite, c'est, disons, le service de... Je ne me rappelle pas le nom exact du service, mais le service qui s'occupe de la sécurité en mer, pour qui enregistre les dangers de navigation. C'est eux qui, avec leurs sondeurs bathymétriques, hein, font des prospections et ils mettent sur carte tous les endroits, disons, dangereux où il y a des éléments qui sortent du sous-sol, du fond de la mer. Donc tout ce qui se situe en dessous du fond, de tout ça, on ne connaît presque rien. Donc on connaît seulement donc les 366 positions, ça sont dans la 99% sont des sites où il y a des éléments qui sortent du fond de la mer, où il y a vraiment des épaves entières qui se situent, hein, sur le fond de la mer. De quelle époque? De 230 qu'on a identifiés, vous voyez tout de suite une majorité énorme du XXe siècle, un tout petit peu du XIXe, encore moins du XVIIIe, et on constate tout de suite qu'on ne peut expliquer ça que c'est le sommet de l'iceberg. Hein. Ce n'est pas possible qu'avec nos régions, la Flandre, la Belgique étaient situées, enfin, depuis le Moyen-Âge, appartenaient, disons, au centre du monde, au 15e, 14e, 15e, 16e siècle, avec le port de Bruges, le port d'Anvers, le trafic hanséatique et tout ça. C'est incroyable qu'on n'a aucun vestige, aucun élément du Moyen-Âge. Mais ça s'explique, à mon avis, en grande partie par l'historique de nos recherches. Hein. C'est seulement les choses qui sortent du fond qui ont retenu de l'attention des autorités pour les enregistrer, pour faire en sorte qu'on sait où se trouve tout ça, pour les raisons de sécurité. Je vais vous montrer tout de suite quelques exemples du XVIIIe et du XVIe siècle, mais, enfin, les exemples, pas quelques exemples, les exemples qu'on connaît. Quand on met ça sur un petit tableau, on voit tout de suite qu'il y a une grande partie de ces épaves qui appartiennent à la première guerre, la guerre 14-18 et la guerre 40-45. Pour moi, ça donne quand même une leçon. Hein. C'est quand même, si je ne savais rien de l'histoire du XXe siècle, à partir des sources matérielles, on a enregistré qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans ces années-là. Ça, c'est quand même, à mon avis, ça c'est, disons, une chose intéressante des sources. Ça prouve, ça nous montre que les sources matérielles ont leur histoire à raconter. Ce serait pas mal de pouvoir éteindre
ce tableau dans le temps en avant, dans le temps antérieur. Mais ça montre très bien que, disons, la mer a enregistré très bien notre histoire. Maintenant, je vais vous montrer, je vais parcourir vitement je vais vous montrer quelques images de bateaux, des épaves, des sites d'épaves la plupart du cas du XXe siècle et après du XVIIIe et XVIe siècle. Une des épaves clés, c'est la première épave que le ministre a voulu protéger, c'est le HMS Wakeful. C'est un destroyer britannique qui a été torpillé en mai 1940 lors de l'évacuation de Dunkerque. Donc, il y avait 700 personnes à bord qui sont tous noyées. Donc, c'est aussi un autre aspect une grande partie de ces épaves que sont des tombes ou des sépultures de guerre. Ici, il y a 700, ça c'est énorme. C'est l'évacuation de Dunkerque. Il y avait des centaines de soldats blessés qui étaient à bord. Et le bateau, le destroyer, a été torpillé. Vous voyez ici l'image du sondeur bathymétrique. Donc, il est cassé en 2 morceaux qui se situent à un angle de 90 degrés. Il a coulé en 2 minutes. Hein. Il n'y a pas de moyen d'échapper. Donc, ça, c'est le premier site d'épave que le ministre a protégé en 2014. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a comme... Et vous voyez, ces images bathymétriques sont plus ou moins presque un plan de fouille, hein, ça vous donne. Et la technique de la bathymétrie continue à évoluer. On obtient des images de plus en plus précises qui permettent d'aller dans un détail d'1 centimètre quasiment. Donc ça avance très bien, très vite, la technologie de la bathymétrie. Et vous voyez ici, bon, c'est seulement s'il y a des choses qui sortent du fond de la mer. Un autre exemple, c'est le Westinder, c'est un bateau phare qui est coulé en 1912. Et là, le site d'épave se situe sur notre plateau continental, mais grâce à la ratification de la Convention UNESCO, on peut le protéger en dehors de notre mer territoriale, parce qu'il y a déjà plus de 100 ans. La visibilité de notre mer du Nord n'est pas tellement grande. Donc, vous voyez ici, c'est une image qui a été dessinée par Thomas Termote, un des plongeurs très expérimentés en archéologie subaquatique en Flandre. Et ici, quelques photographies de petites parties de l'épave. De temps en temps, il y a une bonne visibilité, mais en général, c'est pénible dans la mer du Nord. La visibilité qui est pénible a aussi protégé en partie les épaves des plongeurs chercheurs de souvenirs. Mais je vais en parler un peu plus tard. Donc c'est ça que j'utilise pas mal vis-à-vis les politiques, parce que ça donne... Quand il faut convaincre un ministre de consacrer des moyens, c'est plus facile avec les sépultures de guerre, avec les tombes de guerre. Tout de suite, ils comprennent qu'il faut faire quelque chose avec ça. Et de plus en plus, la sensibilité est croissante. Et il y a les États, ici, les États concernés ici, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, ils deviennent de plus en plus sensibles à ce qu'on fait avec leur épave, et leur épave en premier lieu, parce que dans la majorité des cas, sont des bateaux d'État. Ce sont des bateaux d'État qui ont coulé pendant la guerre. Et en plus, s'ils sont des tombes de guerre, on devient encore plus sensible. Donc là, c'est quand même une entrée à sensibiliser, disons, la population, mais aussi les politiques, les responsables politiques. Et ça va relativement bien parce qu'ils comprennent tout de suite qu'il faut faire quelque chose. Sans les épaves, sans les tombes, sans les sépultures de guerre, ce sera plus difficile. Ce serait plus difficile, à mon avis. Mais bon, ça nous aide. Et vous voyez, il y a pas mal. Il y a 80 sites d'épaves qu'on a répertoriés, où on sait qu'il y a au moins une personne qui est noyée pendant le naufrage. Bon,
tombe de guerre, il n'y a pas de concept international accepté. C'est surtout disons les Anglais qui ont des idées très fortes là-dessus, mais ça n'existe pas internationalement. Les Français ne connaissent pas très bien, ne connaissent pas le concept tombe de guerre, mais c'est surtout les Anglais qui sont très sensibles. Quand on veut plonger sur une épave qui contient des tombes de guerre, on dit, bon, tu peux voir, hein, you can look, but don't touch and don't enter. They don't want you to enter. Ils sont très stricts. Hein. On a une fois essayé d'enlever une petite partie d'une épave pour une étude de la corrosion, et on disait non. Si on vous laisse prendre 1 centimètre, c'est un précédent, et les autres vont... Donc on est très strict là-dessus, on ne peut même pas toucher, hein, selon les Britanniques, les épaves qui sont considérées comme des sépultures ou des tombes de guerre. Bon, le patrimoine subaquatique est évidemment un patrimoine international tout de suite. Hein, vous voyez dans notre petite partie de la mer du Nord, parmi les 230 sites épaves identifiés, il y a au moins 17 nationalités représentées. 17 nationalités dans les épaves 14-18 et 40-45. Il y a déjà 13 nationalités représentées. Ça veut dire que la Belgique a une certaine responsabilité envers 16 ou 17 autres États, hein, en ce qui concerne leur patrimoine. Comme on est dans le centenaire de 14-18, on a un peu essayé de compter combien de sites d'épaves qu'on a de 14-18. Donc on n'en a pas beaucoup, hein, 46. Et une bonne partie de ces 46 sites d'épaves ont déjà été détruites, hein, dans l'après-guerre. Entre les deux guerres surtout, on a détruit pas mal d'épaves à cette époque-là. Donc pour le moment, on reste avec une petite vingtaine de sites d'épaves qui sont encore relativement bien conservés. Et dans ces 20 sites d'épaves de 14-18, la majorité est allemande. Et l'explication est très simple, parce que dans ces 20 sites d'épaves, il y a au moins 11 sous-marins. Et un sous-marin, c'est un bateau qui ne gêne pas trop la navigation, qui peut se situer un peu enseveli, donc qui ne gêne pas. Et ce genre de bateaux, les sous-marins sont en général très bien conservés. Mais ça, c'est à mon avis, gérable. Hein, on n'en a qu'une vingtaine qui valent la peine d'être conservés, de recevoir une gestion adaptée. Donc, si on compare ça avec, je ne sais pas combien, des centaines de sépultures de guerre en terre, il y en a pour lesquelles on garde tout le soin, on est très attentif, hein, je n'y ai pas de problème, c'est un peu un contraste entre le soin qui sont apportés aux cimetières, aux sépultures de guerre en terre et ceux en mer. Une autre question que les gens posent de temps en temps, est-ce que la Première Guerre mondiale, est-ce que c'était une guerre maritime? C'est difficile, en général on dirait non, ce n'est pas une guerre maritime, mais il y a pas mal des activités, il y a pas mal l'élément maritime, l'élément de mer a quand même influencé, à mon avis, disons l'histoire de 14-18. Enfin, brièvement, on a quelques activités purement maritimes. On a la Gallipoli en 1915. On a la bataille de Jutland, c'est en 1916. C'est la seule grande opération maritime entre l'Allemagne et les Britanniques. Et bien sûr aussi le naufrage de Lusitania, hein, qui est un événement clé dans la Première Guerre mondiale. Mais je vais vous montrer un peu les aspects liés avec notre pays. Vous connaissez, je ne sais pas si vous savez, mais à Bruges, il y avait une base maritime, la base navale à Bruges pendant la guerre médiévale, la guerre de 14-18, pardon, était la base la plus importante des sous-marins parce qu'elle était très proche du front.
Donc, et ces sous-marins allemands qui sortaient du port de Bruges, la base navale se situe tout près de je ne sais pas si vous connaissez la ville de Bruges un peu, mais la base navale se situe tout près de la cité de la ville médiévale. Il y avait un chenal, le Baudouin-canal, un chenal à travers lequel les sous-marins descendaient en mer. Et les Alliés ont essayé de bloquer, disons, la sortie des sous-marins, parce qu'ils savaient que les sous-marins ont fait des dégâts énormes entre l'approvisionnement et entre les îles britanniques et le continent et la France. C'était un facteur majeur. Et ils ont essayé de bloquer le chenal, ici, une photo aérienne, du chenal du port de Bruges, dans lequel ils ont coulé 2 ou 3 ou 4 même, essayé de couler 3 destroyers obsolètes, enfin, pour essayer de bloquer la sortie des sous-marins. Ça n'a pas réellement... Ils n'ont pas réussi à bloquer, seulement quelques journées, pas plus. Ici, en bas, c'est le port de Zeebrugge, et en haut, c'est le port d'Ostende. On a fait 2 opérations, 2 fois, on a essayé 2 fois. La deuxième fois, c'était plus ou moins réussi. On a réussi à couler le Vindictif dans le chenal du port d'Ostende. Mais comme vous voyez, il était allongé, donc il n'a pas vraiment bloqué la sortie des sous-marins. C'est quand même un aspect important, et je vais vous montrer tout de suite quelques images des sous-marins. Donc on a, dans notre partie de la mer du Nord, on a, comme j'ai dit, une dizaine de sous-marins, et on a quasiment un exemple de chaque type. Vous savez, pendant les guerres, l'évolution technique va très vite, aussi dans la Première Guerre mondiale. L'évolution des sous-marins était énorme. Ils ont, je crois, 7 ou 8 types au cours de 4 années. Ça va vite, on a vite amélioré. Et il devrait, disons, créer un sous-marin qui était adapté à notre mer. Notre mer qui n'est pas profonde, ce n'est pas très, très évident de construire à cette époque-là un sous-marin qui peut être opérationnel dans notre mer. Mais bon, ils ont réussi à faire cela et à faire beaucoup de dégâts. Un autre site que vous connaissez sans doute, c'est le port de Newport, qu'on appelle la patte d'oie, parce qu'il y a 5 chenaux qui sont liés à ce point-là. C'est un système qui peut-être date, enfin, l'origine du système date probablement du Moyen-Âge, pour drainer la région des polders, et il fallait savoir très bien comment ça fonctionnait. Et il y avait des gens qui vivaient autour de cette patte d'oie en 14 et qui savaient comment manipuler. Enfin, on a presque raté l'occasion parce que les militaires ont enlevé tout le monde dans cette zone, comme c'était une zone militaire, mais il y avait quelqu'un resté qui savait comment fonctionnait ce système, et ils l'ont renversé. Au lieu de drainer le polder, ils ont fait fonctionner le système qui inondait les polders. Et comme ça, les Allemands ne comprenaient pas ce qui se passait ici. Et pendant cette période d'inondation, il pleuvait fortement. Ils pensaient, bon, c'est la pluie qui fait de l'eau. Ils ne comprenaient pas qu'il y avait quelqu'un qui a retourné le mécanisme qui faisait en sorte qu'ils ont été bloqués. Donc ça, c'est quand même aussi un aspect maritime. Je vous ai montré tout à l'heure le Vindictif, le destroyer anglais qu'on a coulé dans le chenal du port d'Ostende, grâce à une idée de quelqu'un que je ne connais pas, qu'on ne connaît pas. Dans l'après-guerre, on a conservé une partie de la proue de ce destroyer. On l'a gardé pendant dans une zone en arrière du port, du port quelque part, et on a décidé en 2013 de le déplacer et de le poser sur un point plus intéressant au niveau des visiteurs. Il se trouve maintenant sur le levé, une nouvelle levée construite, où on a mis un peu comme mémorial ou comme monument une partie de la proue de HMS Vindictif. Vous voyez ici comment il est. Et ça, c'est comment on s'en débarrassé d'un sous-marin allemand pendant les travaux pour l'extension du port de Zeebrugge. À un moment donné, on a trouvé
un sous-marin allemand, on l'a enlevé, on l'a déplacé et déposé ailleurs. Maintenant, on sait où il est, en dessous des constructions du port de Zeebrugge. Je vous ai déjà parlé pas mal des sous-marins. Donc, comme je dis, la visibilité dans notre eau n'est pas trop grande, mais de temps en temps, on peut faire de belles photos, comme celle en haut à gauche. Mais c'est un sous-marin qui se trouve sur le banc de Ferry Bank, hein, et qui est très bien conservé, qui se situe sur le fond de la mer, mais qui s'ensevelit graduellement. Et on voit, au fur et à mesure, pendant les années, on voit qu'il est de plus en plus ensablé et risque de s'ensabler complètement, mais bon, ça ne gêne pas. Hein. C'est quand même un élément propice à sa conservation. Et des fois, on a des sous-marins qui n'ont pas été ouverts, hein, donc qui sont effectivement ici. Je crois que le sous-marin est ouvert, donc les gens ont pu probablement s'échapper. Enfin, ils avaient des instruments chez eux pour s'échapper du sous-marin, hein, ils avaient des éléments pour respirer. Donc des fois, on arrivait à sortir du bateau, du sous-marin, surtout quand on n'est pas trop profond. Ici, on est à 15 mètres de profondeur, donc ça c'est faisable. Mais dans plusieurs cas, le sous-marin est toujours fermé, donc ils n'ont pas réussi à sortir du bateau. Ce qui veut dire que c'est aussi une tombe de guerre. Bon, ce sont quelques images du sondeur bathymétrique qui permet aussi de faire des sections et des coupes. Donc, en fait, c'est un amas de points donc qu'on peut sectionner dans le sens qu'on veut. On peut obtenir des coupes transversales, longitudinales. On peut en faire ce qu'on veut après. Et c'est ce que j'ai dit, ça s'améliore énormément. Ici, c'est encore un peu flou, mais maintenant, on peut faire des images qui sont à une précision d'1 centimètre ou même moins, qui vous donnent une image très détaillée de l'objet. Et on n'y réfléchit pas trop, mais finalement, on parle beaucoup du paysage de guerre. Hein. On a essayé en Flandre, on essaie en ce moment en Flandre de faire protéger une partie du paysage de guerre dans la Flandre occidentale, mais on ne se réalise pas que ce paysage a été énormément changé, hein, a changé énormément. À mon avis, les meilleures parties du paysage de guerre se situent en mer. Hein. Là, on a souvent encore le bateau comme il est coulé il y a 100 ans et aux alentours. Je sais que les pêcheurs ont changé pas mal de choses aussi, mais en général, je suis convaincu qu'on peut trouver des zones, de portions, de fragments de paysages de guerre bien préservés en mer. Et on a un bel exemple en Angleterre, ce qu'on appelle les East Coast War Channels, donc le chéneau de guerre le long de la côte est, de la côte orientale de la Grande-Bretagne. Ça, c'est des chéneaux qu'ils ont gardés libres de mines pendant la guerre pour permettre que la navigation pouvait continuer pendant la guerre. Et là, dans toute cette zone, on voit très bien, on voit les victimes, on voit les sous-marins qui sont encore maintenant positionnés dans cette zone. Donc c'est vraiment un paysage de guerre qui est relativement bien conservé en mer. Bon, j'ai déjà fait allusion aux plongeurs. Donc, auparavant, on n'avait pas de loi, donc tout le monde faisait ce qu'il voulait. Donc, il y a pas mal de plongeurs qui ont monté à la surface des souvenirs. Dans la plupart du temps, ils gardent ça quelques années et puis ils jettent. On ne se réalise pas ou peu qu'ils sont en train de détruire des informations. Si on ne le signale pas aux gens qui s'occupent de l'identification et de répertorier tous ces sites épaves, on détruit en fait des informations. De temps en temps, on a des gens qui commencent à comprendre qu'on est en train de détruire des informations
parce qu'on les garde sur la cheminée pendant un certain temps et puis la corrosion commence et on ne sait pas trop comment stabiliser la corrosion et puis tout ça se trouve finalement à la poubelle. Mais heureusement, il y a de temps en temps des plongeurs qui commencent à se réaliser qu'on peut faire quelque chose et, avec ces informations. Et grâce à la collaboration avec quelques plongeurs, on a pu identifier un bateau qui était non, ou un site d'épave qui était non identifié. Et grâce aux trouvailles signalées par les plongeurs, hein, mais ils ont toujours peur que les autorités vont prendre certains plongeurs ont peur que les autorités vont confisquer tout ce qu'ils ont. Je sais qu'en France, on est beaucoup plus sévère à ce point-là, donc on confisque. Effectivement, chez nous, on n'a pas vraiment l'intention de le faire, mais on essaie de persuader les plongeurs d'au moins de signaler ce qu'ils ont trouvé et où ils l'ont trouvé. Et en général, ils le savent, mais il y a beaucoup qui ont peur que les autorités vont confisquer leurs trouvailles ou leurs objets, à mon avis, qui ne sera pas du tout le cas. Mais grâce aux trouvailles que les plongeurs ont montrées, nous ont signalé, on est arrivé à identifier donc, un site d'épave inconnu, non identifié, et on a pu constater, grâce aux éléments du télégraphe et tout ce qu'il y a sur les éléments comme information. Ici, sur les obus, on a la date et tout ça. Et grâce à ça, on a pu identifier ce bateau comme un bateau américain et qui est le US Army Tanker, qui est en fait aussi une sépulture de guerre parce qu'il y avait 8 ou 9 personnes qui se sont noyées dans le naufrage. Et on sait aussi que ce bateau a été torpillé maintenant par un sous-marin d'une personne, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, un petit sous-marin. Donc il y avait à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient des prototypes de sous-marins pour une personne. Et ce bateau-ci a été torpillé par un sous-marin de ce type-là. Ça, en ce qui concerne un survol de ce qu'on sait, de ce qu'on a comme information, le bilan, disons, de ce qu'il y a comme site d'épave de bateaux. Dans notre partie de la mer du Nord, il y a aussi des éléments d'avions qui sortent de temps en temps. Et grâce à l'idée chez les gens qui travaillent en mer, parce qu'auparavant on avait peur, on ne va pas mentionner, on ne va pas signaler qu'on a trouvé quelque chose parce qu'on va arrêter nos travaux. Vous connaissez ça aussi ici, partout, je crois. On a peur des archéologues de trouver quelque chose. On dit, bon, on ne va pas signaler parce qu'on va tout de suite arrêter nos travaux. Ça c'est clair que ça vit aussi en mer, mais graduellement, il y a quand même, comme ici, l'entreprise de dragage qui commence à signaler quand ils trouvent quelque chose. Donc ça, c'est une bonne chose. Et grâce à eux, grâce à DEME, on a pu retrouver 2 sites de crash d'avion. Ils avaient pendant des opérations de granulats, des opérations d'extraction de granulats, de sable, dans notre partie de la mer du Nord, c'est surtout du sable, ce n'est pas du gravier. Ils avaient trouvé une hélice et un train d'atterrissage. On pensait, bon, on a bien trouvé un site de crash. On a tout de suite, on a essayé d'envoyer avec le bateau, avec le sondeur bathymétrique multifaisceau qui est monté dans la plateforme du VLIS, de l'Institut flamand pour la mer. Mais on n'a rien vu, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui sort du fond de la mer. Ce qui veut dire que cet avion se situe complètement enseveli. Et en plus, on a constaté qu'il y a au moins deux types d'avions. Donc les 2 pièces ne vont pas ensemble. Le train d'atterrissage est d'un North American Mitchell, un avion, et les autres éléments sont d'un Bristol Blenheim. Donc on a 2 sites de crash. Et mon collègue qui travaille sur ces éléments-là a quasiment identifié, disons, l'équipe qui n'est jamais retournée en Angleterre, dont on n'a jamais reçu de nouvelles.
Donc, par l'intermédiaire du fait que la boîte qui fait des dragages nous a signalé ces trouvailles, on peut identifier, on peut finalement signaler à ces familles qu'on a retrouvé, qu'on a le site de crash d'avion de ses grands-pères. Enfin, ça a quand même un sens de répertorier tout ça, parce que des fois, on arrive à identifier quelle personne était impliquée. Bon, aussi la mitrailleuse. Bon, ça c'est pour les avions, il n'y en a pas beaucoup. Mais je crois qu'il y en a beaucoup plus parce que ce sont des éléments légers. Il faut vraiment faire attention quand devant les opérateurs qui extractent du sable. Il faut vraiment bien voir, il faut vouloir le signaler. Donc, des fois, les avions, quand ils tombaient sur le plan d'eau, ils sont écrasés, ils sont en morceaux, donc ce n'est pas évident. Donc, je crois qu'il y a beaucoup plus de sites, il doit y avoir beaucoup plus de sites de crash d'avion, mais le problème, c'est de retrouver. Bon, on va descendre un peu dans le temps. On va quitter le XXe siècle, disons. Donc, dans notre partie de la mer du Nord, on n'a que 3 ou 4 sites d'épaves qui datent d'avant 1800. On a une épave qu'on appelle l'épave de Zeebruges, qui date du début du XVIe siècle. On a une épave de la Compagnie des Indes, si je traduis, Vliegenherd cerf-volant. Et on a une épave qu'on n'arrive pas à identifier, du milieu du XVIIIe siècle, qui se situe sur le banc de sable de Buitenratel. Et ils sont toutes les trois sont des histoires similaires, sont des pêcheurs qui, à un moment donné, ont constaté qu'il y avait quelque chose sur le fond de la mer, par l'intermédiaire, que leurs filets se sont accrochés ou quelque chose comme ça, ou ils ont vu qu'il s'arrêtait un tout petit peu. À ce moment-là, souvent, on signale ça aux plongeurs, et il y a des plongeurs qui vont voir, et sont trois histoires, disons, de plongeurs avec des bonnes intentions qui ont essayé de faire de l'archéologie et qui ont rassemblé surtout des objets au fond de la mer sans pouvoir parler d'une véritable archéologie subaquatique. Ça se voit très bien quand on regarde, disons, ce qu'on a trouvé. C'est une petite partie des trouvailles qu'on a trouvées au large de Zeebruges, ce qu'on appelle donc l'épave de Zeebruges. Donc tout un matériel métallique en métal. Donc c'est très clair qu'ils ont opéré avec un détecteur de métaux. Donc ils n'ont pas trouvé du bois, ils n'ont seulement trouvé que des métaux. Donc ça c'est très curieux. Tandis que le canon, il était préservé avec son affût en bois. Donc le bois était... Et c'était un peu dommage, mais bon, ils ont travaillé quasiment dans l'obscur, parce que juste en face du port de Zeebruges, on est très proche de l'estuaire de l'Escaut. Il y a l'Escaut qui amène, disons, de la boue, et la visibilité est quasiment nulle aux alentours. Donc ils ont opéré dans le noir, et ils ont ramassé aux années fin des années 80 du siècle précédent et début des années 90. Ils ont ramassé un mobilier énorme en métal, comme en haut à droite des pots à godets, je crois, au moins une quinzaine. Donc, on n'a jamais vu un ensemble. Et ça, c'est aussi l'importance de ce genre de site. On a souvent affaire avec des dépositions primaires, ce qu'on appelle en archéologie, des objets pas ici, pas avec les godets, mais on verra plus loin, avec des tonneaux remplis de clous. On voit vraiment des objets dans leur contexte primaire. Ici, donc, des pots à godets, un canon du XIVe siècle probablement, un canon en fer forgé, qui était très bien conservé, avec les cordes aussi. Mais bon, ces cordes-là sont des réplicas, mais bon, alors, quand on l'a sorti de la mer, donc il était dans son affût et avec le cordage autour. Donc c'est très bien conservé, avec des cuillères, des robinots, pas tout ce qu'on...
un ensemble énorme. Et ça montre très bien comment ce genre de site se manifeste. Ce sont des distributions d'objets sur le fond ou même en dessous du fond de la mer. Donc c'est très difficile à les repérer. On a essayé de les repérer par le sondeur bathymétrique, mais bon, ça ne fonctionne pas tellement. Donc on ne trouve pas l'endroit. On l'a plus ou moins repéré maintenant, mais vous comprenez tout de suite que c'est très difficile à répertorier, à cartographier ce genre de site, et c'est surtout ce genre de site qui nous échappe de l'époque médiévale et des époques antérieures. Et c'est un gros travail que Ricletani a fait récemment pour sa mémoire de maîtrise qu'il a fait au Danemark, d'étudier toute la documentation existante de l'équipe de plongeurs et d'essayer d'en retirer tout ce qu'il y avait comme information. Donc il a réussi il a étudié un peu plus en détail tous les objets et on voit les provenances. Il y a même du bois africain. Je ne sais pas si en français c'est aussi Wengay, mais bon, c'est un type de bois qui venait de l'Afrique centrale. Des éléments de l'Allemagne du Sud, aussi des éléments d'Anvers avec la main typique d'Anvers, Antwerpen. Je ne sais pas si vous voyez ça, mais il y a la main est estampée dans les salières. Et je crois qu'il a aussi retrouvé un ensemble très similaire aux Républiques dominicaines. Il a un peu montré ici, ça c'est les trouvailles de l'épave de Zeebrugge. Il a retrouvé un ensemble fouillé dans les mêmes conditions, je suppose, repéré par des plongeurs sur un site aux Républiques dominicaines. Et c'est quasiment la même typologie des objets. Donc on commence à penser que le bateau vient de quitter le port d'Anvers et à destination du Nouveau Monde à la fin du 15e, début du 16e siècle. Et ce genre de documentation matérielle sont en fait des sources qui n'existaient pas ailleurs. On ne peut pas étudier tout ce qui touche au commerce au début du XVIe siècle. Il n'y a pas des informations sur combien d'objets, comment on s'organise à bord d'un bateau. Et il y a tous les aspects qui concernent, disons, les activités pratiques, les activités journalières des gens qui font du commerce entre disons, entre la Belgique et notre région et le Nouveau Monde. Bon, l'épave de la Compagnie des Indes, ça c'est une histoire similaire. C'est aux années 80, on avait, comme j'ai dit, on n'avait pas de législation en Belgique, donc on est un peu un territoire privilégié pour des boîtes de chasseurs au trésor, entre guillemets. Donc c'est une compagnie, une association anglaise, néerlandaise qui a trouvé le site et qui a disons, enlevé une grande partie des objets, qui les a vendus. Une grande partie des objets se situe dans le musée à Flessing. Donc, ils ont trouvé un petit truc pour montrer que le site d'épave se trouve dans les eaux territoriales des Pays-Bas, qui n'était pas le cas, parce que le site se trouve en notre mer territoriale. Mais bon, à l'époque, aux années 80, on s'en fichait de tout ça, donc, de la part des autorités. Mais ils avaient construit une carte de répartition des objets. Ils ont dit, bon, le centre du cercle se trouve dans la mer territoriale des Pays-Bas, ce qui, à ce moment-là, c'était correct, mais entre-temps, on a changé la limite, la frontière, la limite entre la mer territoriale belge et la mer territoriale des Pays-Bas. C'est vraiment un site d'épave qui se trouve dans nos eaux territoriales. Il n'y a pas de doute. Mais bon, à l'époque, tout ce qui reste se situe dans le musée de Flessing.
Mais ça montre le désintérêt des autorités qui s'occupaient de l'archéologie dans les années 80-90 de la mer du Nord. À cette époque-là, on ne pouvait pas s'imaginer qu'il y avait du patrimoine dans la mer du Nord. Moi, j'ai des difficultés à comprendre tout ça, mais bon, à cette époque-là, c'est la seule raison pour laquelle on ne l'a pas donné, disons, la responsabilité pour le patrimoine archéologique en mer à une des régions. Parce que c'est un aspect qui est resté au niveau fédéral. C'est ce qu'on appelle une compétence restée. Donc, on n'y a pas pensé quand on a subdivisé, quand on a partagé, disons, les responsabilités entre les communautés et les régions. On n'a pas pensé qu'il pouvait y avoir du patrimoine dans la partie de la mer du Nord. Maintenant, donc ça a resté une compétence fédérale, ce qui est un peu curieux. Dans l'autre site d'épave que j'ai mentionné se situe sur le banc de Buitenratel du XVIIIe siècle. Et là aussi, c'est la même histoire. C'est un pêcheur qui l'a trouvé, qui a prévenu un ami plongeur et ils ont commencé à sortir des objets de l'eau. On a eu la chance de pouvoir étudier, disons, 90% des objets sortis de l'eau. Comme ici, des bouteilles encore remplies de vin. Mais en général, quand ces plongeurs trouvent ce vin, ils ouvrent ces bouteilles, enfin, on détruit tout de suite l'information. Et comme vous savez, l'archéologie subaquatique, c'est quand même une histoire de conservation. Si on n'a pas de conservation sur pied, si on n'a pas un atelier de conservation adéquat, très vite on détruit de l'information parce que la corrosion commence tout de suite avec les sels qui se trouvent dans tout le matériau. Donc ça, c'est vraiment... Si on n'a pas de solution adéquate pour la conservation, il ne faut pas commencer à sortir des objets de l'eau de la mer. Bon, des fois, il y a des trouvailles que normalement je ne montre pas parce que ça se ressemble à la chasse au trésor, mais ils ont quand même trouvé un montre de poche qui était en or, mais qui nous donne beaucoup d'informations parce qu'il y a des noms là-dessus. On peut même arriver à la date. Donc c'était parce que c'était une montre qui a été produite à Malines. Et chaque année, les gens qui produisaient ce genre de choses recevaient une lettre chaque année. Donc il y a une lettre qui nous permet d'arriver à l'année précise. On peut arriver à dire cette montre a été produite en 1741. Ce qui pourrait signifier que ça pourrait être une épave de la Compagnie des Indes, mais on n'a pas les preuves pour l'instant. Tout ce qu'il y a, donc l'inventaire de la cargaison est très similaire à l'inventaire des cargaisons des sites d'épaves comparables, mais on n'a trouvé aucune preuve dure pour être certain que l'épave appartient à un bateau de la Compagnie des Indes. Et c'est ce que j'ai dit auparavant, les objets dans leur contexte primaire. J'ai fouillé pas mal de tonneaux, mais recyclés en puits d'eau. Mais ici, sur les sites d'épave, on les a dans leur fonction primaire. Ici, c'est un tonneau avec un fond renforcé parce qu'il contient 600 kg ou 500 kg de clous. Donc ça, dans les sites d'épave, de temps en temps, on retrouve des objets dans leur fonction, dans leur contexte primaire. Tandis qu'en archéologie à terre, on a souvent affaire à des contextes secondaires, voire tertiaires, si on trouve des choses. Ici, on vient plus proche de la fonction primaire. Bon, je vais échapper ça. Cette image pour vous montrer qu'effectivement, la qualité, ça c'est un site d'épave qui se situe juste à l'extérieur du port d'Ostende, mais ça vous donne une idée de la qualité des images qu'on peut faire. Si on fait des observations détaillées, on peut même presque arriver à un plan de fouille. Ceci pour
pour les épaves des époques antérieures au 1800. Maintenant, on va sauter tout de suite un peu plus loin. On a aussi quelques objets romains qui ont été sortis de la mer du Nord. Entre autres, vous voyez les trois endroits avec le cercle rouge là, mais l'endroit le plus loin en mer, là on a trouvé des amphores intacts. Et là, je crois que ces amphores intacts pouvaient être en relation avec une épave de l'époque romaine, mais bon, c'est très difficile. On n'a pas réussi pour l'instant, on n'a pas vraiment cherché aussi parce que c'est difficilement faisable. On a seulement des informations d'un pêcheur qui nous dit « je l'ai trouvé dans mes filets entre point X et point E ». Et entre les deux, il y a 2, 3, 4 km, donc c'est ou même plus. Ce n'est pas évident d'aller chercher en détail, mais à mon avis, il y a de fortes chances qu'il y a une épave de l'époque romaine quelque part dans cette zone de notre partie de la mer du Nord. Et ce que j'ai dit au début, de temps en temps, on retrouve des objets comme des terres sigillées, des fragments dans les filets des pêcheurs. En général, très proches de la côte, mais comme vous savez que le littoral était un peu plus, était beaucoup plus en mer, donc ça entre dans une certaine logique. Qu'on a des épaves de l'époque romaine me paraît aussi pas très logique, quand on voit où on s'est situé. Juste en face, il y a un trafic énorme entre, disons, les grandes rivières et l'Angleterre. Donc on est sur une zone de trafic intense à l'époque romaine. Et ce que j'ai oublié de dire, ce sont moi je ne suis pas spécialiste des amphores, mais on m'a dit que ce sont des amphores assez anciennes, juste des amphores de la première moitié du 1er siècle. Sont liés à un trafic probablement lié à l'armée romaine avec ses activités en Angleterre. Bon, on va faire encore un saut plus en avant dans l'histoire. Donc, il y a pas mal des objets, des os paléontologiques que le pêcheur retrouve de temps en temps dans leur filet. Au passé, on n'en a presque pas fait attention, on les a quasiment jetés tous ou donnés à un musée, mais on a rarement répertorié l'endroit où on l'a trouvé. Donc on a eu l'idée d'essayer de rassembler toute l'information qu'on a sur ces eaux paléontologiques, si on a des informations sur le lieu de trouvailles. Et on a pu réaliser qu'il y a quand même une relation, la base statistique est très peu solide, mais on a l'idée qu'il y a quand même un lien entre la géomorphologie de la mer du Nord et la localisation des eaux paléontologiques. Il y a une quinzaine d'années, on connaissait presque rien de la géologie de la mer du Nord. On connaissait simplement cette image-là avec les bancs de sable. Maintenant, on commence à avoir des informations beaucoup plus précises. On commence à voir des vallées colmatées. Dans notre partie de la mer du Nord, entre autres, il y a une grande vallée aux alentours d'Ostende. Il y a un chenal ancien au niveau des Zeebruges. Il y a des chenaux au niveau de Thornton, le banc de Thornton. Donc on commence à avoir des idées sur la géomorphologie de la mer du Nord qui permet qu'on pourrait à la limite aller chercher avec un raisonnement géologique derrière, qu'auparavant on ne savait presque rien. Maintenant on constate que la majorité des trouvailles se trouvent en connexion, liées avec ces vallées anciennes de l'époque glaciaire qui se situent en mer du Nord. C'est grâce aux techniques qu'on peut, disons, avec les techniques acoustiques, qu'on peut obtenir des observations à travers des paquets de sable. On peut voir en dessous, et comme ça, actuellement, on a des meilleures connaissances sur la géomorphologie, la géologie de notre partie de la mer du Nord. Et on commence même à pouvoir lier, à pouvoir continuer tout ce qu'on connaît sur la géomorphologie de la Flandre. On peut
faire la connexion, et ça c'est un peu logique évidemment, entre la zone qui est actuellement la terre et la mer. On voit la continuation. La vallée flamande, je ne sais pas si vous la connaissez, il y a une vallée flamande, c'est-à-dire c'est la vallée du proto-Escaut. Hein. On peut la continuer. Hein. Là où il y a le numéro 1, la vallée continue et au niveau d'Ostende, elle se dirige vers le chenal axial, le grand chenal qu'on a vu au début, où toutes les rivières débouchaient. Et ici, donc, on a la vallée de l'Escaut, la vallée flamande, ce qu'on appelle donc une vallée disons, du Wexel, hein, qui continue en mer du Nord. Ça nous permet d'établir, d'aller plus en détail et de pouvoir, à la limite, aller chercher avec une idée auparavant. J'espère qu'on trouve encore pas mal des eaux paléontologiques pour voir si cette corrélation continue. Ouais. Mais j'ai bien confiance que ça sera, c'est logique qu'il y a un lien entre les deux. On a aussi expérimenté avec quelques techniques. À la limite, on ne peut pas faire de prospection pédestre en mer, ça c'est très difficile, mais on pourrait à la limite faire quelque chose de similaire avec un petit filet. On a fait des essais avec, c'est ce qu'un chercheur du 19e siècle, Gilson, faisait à l'époque quand il voulait cartographier notre partie de la mer du Nord, mais au niveau des animaux, des organismes qui y vivaient. Donc il a systématiquement, il a subdivisé notre partie de la mer du Nord en kilomètres carrés, et dans chaque kilomètre carré, il est allé avec ce genre de petits filets prendre tout ce qui se trouvait sur le fond de la mer, et avec cette méthode, il a cartographié, il a divisé notre partie de la mer du Nord en zones biologiques différentes, mais en même temps, il a trouvé de temps en temps des objets archéologiques. Et comme j'avais lu ce travaux, je disais peut-être qu'on peut faire la même chose. On a essayé, on a fait quelques essais, et dans certaines parties, on trouve pas mal de graviers, hein, qui donnent des informations sur l'évolution géologique de la mer du Nord. On n'a pas réussi à trouver des objets archéologiques. Mais on peut très bien guider ce petit filet, on peut positionner exactement, on connaît la position où le filet touche le fond, on continue avec le bateau, 200 mètres, on s'arrête, on sait, bon, dans ce 200 mètres, on a ramassé ce genre d'objet. Avec cette méthode-là, on pourrait à la limite faire quelque chose analogue à la prospection pédestre qu'on fait en terre. On a déjà parlé pas mal des épaves en acier ou en fer, mais qui se corrodent malheureusement. Donc on est aussi en train, on a fait quelques essais de mesurer sous l'eau, disons, l'épaisseur du métal qui reste encore pour voir. Et il y a des gens qui réfléchissent comment on pourrait faire pour arrêter la corrosion. C'est pas très facile, c'est pas évident, mais je crois qu'il pouvait y avoir des méthodes technologiques pour arrêter la corrosion, parce que si on protège, si on décide de protéger, si on donne l'avis au ministre de protéger une épave et on sait que dans 50 ou 100 ans l'épave sera disparue, c'est un peu dommage. Donc, mais j'ai bien confiance qu'il y a un moment ou l'autre qu'on obtient des systèmes pour pouvoir arrêter la corrosion sans qu'on détruise la vie, évidemment, en mer. Bon, ça c'est un peu... ça c'est les 8 sites archéologiques qui, à ce moment-là, sont protégés par l'intermédiaire de la nouvelle loi de 2014. On les a presque tous vus, hein, le Vliegend Cerf-Volant, l'épave tout près du port d'Ostende, l'épave sur le banc de sable de Buitenratel, de Wakefull au début, de Westinder. Donc ce sont les épaves qui actuellement ont reçu par l'intermédiaire d'un arrêté du ministre qui sont protégés par le biais de la nouvelle loi fédérale. Bon, ils sont aussi indiqués sur la carte du maire historique. Vous pouvez voir la historique WK, Wrecksite. Tout le monde qui passe avec un bateau au-dessus sait, bon, ici il y a un site de patrimoine. Donc un peu vite fait en résumé, donc 300
366 sites archéologiques. La grande majorité sont 20e siècle. Seulement 16 sites qui datent avant 1800. Des objets isolés de l'époque romaine, entre autres des amphores. Des eaux paléontologiques qui sont, à mon avis, liées avec la géomorphologie de la mer du Nord. Mais on n'a malheureusement aucune information pour le Moyen-Âge. Et à mon avis, c'est pour une bonne partie lié aux méthodes de détection. Bon, on a aussi l'idée dans les gens qui travaillent en mer commence à changer un peu. On a établi des protocoles et on donne aux aménageurs, aux entreprises qui travaillent en mer, on leur donne des guides pour voir comment s'organiser quand on trouve quelque chose. Donc on a fait tout ça. Et ça commence graduellement à s'améliorer un peu. Les gens, quand ils trouvent quelque chose, ils n'ont pas tout de suite l'idée, bon, on va arrêter tout ça ici. Non. Ils commencent à signaler de temps en temps quelques trouvailles. Et ça prendra encore du temps pour changer les mentalités. Ça, c'est le plus dur. Maintenant, je vais me tourner un peu vers les plages. Mais avant que je fasse cela, je vais d'abord vous montrer une petite idée. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque médiévale, la mer, c'était le royaume du diable. La mer, si tu travaillais en mer, c'était un peu, c'était un peu marginal, quoi. On limite la société. Et la terre, c'était le royaume de Dieu. Et je crois que c'est pour ça que je sais qu'il y a une légende, et peut-être la folklore, que les marins ne voulaient pas qu'un curé venait leur accompagner sur leur bateau. Ça trouve une certaine logique parce que le curé, c'est le serviteur de Dieu. Et eux, avec leur bateau, ils sont dans le royaume du diable, donc ça va leur générer des problèmes. Donc je crois que c'est dans cette idée-là. Et ça, à mon avis, c'est ça la réalité. Dans la mer, il n'y avait pas d'autorité. Si tu sors avec ton bateau du port, tu te débrouilles. Tu n'as plus rien à te protéger. Il n'y a pas d'autorité, tu fais ce que tu veux. Et quand on voit des images de la mer, il y a des monstres qui détruisent des bateaux. Il ne faut pas sous-estimer, à mon avis, jusqu'à l'heure actuelle, l'impact de cette idée qui va très loin dans l'histoire, à mon avis. Et je pense même un peu que les archéologues ont cette idée en tête aussi. Parce qu'ils disent, bon, en mer, on ne peut rien trouver, sur la plage, il n'y a pas d'archéologie à faire. Je crois que ça peut se référer à ce genre d'idée. Mais c'est une idée quand même qu'il faut avoir en tête qu'au Moyen-Âge, la mer, c'est un peu, ça ne fait pas partie de la communauté des gens. Les pêcheurs étaient des gens marginaux, qui vivaient littéralement en marge de la société, presque en mer, mais ils n'étaient pas intégrés dans la société non plus. Ils n'étaient pas intégrés dans la société qui était en gros, qui était une société paysanne, qui n'avait rien à faire avec Et les gens qui travaillaient en mer, c'était des gens qu'il fallait soupçonner. Ils n'étaient pas très... Et ça se traduit encore quand on dit qu'on a trouvé quelque chose sur la plage. On dit, oh non, c'est jeté sur le littoral. Moi, je n'y crois rien. S'il y a quelque chose, il y a peu de choses qui flottent vraiment. Des bouteilles, oui, des bouteilles fermées, ça flotte. Mais du bois, ça ne flotte pas tellement. Je ne sais pas si quand les pêcheurs faisaient des filets de pêche, je lis des fois souvent des flotteurs en bois. Le flotteur en bois, ça n'existe pas. Un flotteur en bois, il flotte 2 semaines, c'est terminé. Ou même moins, quelques heures. Il faut avoir des flotteurs en liège. Ça flotte, mais le bois ne flotte pas. Donc ce genre des éléments d'un site d'épave ne viennent pas de l'Angleterre. On peut jeter ça sur le littoral, sur la plage, mais peut-être ça vient de juste en face. En général, on a un peu l'idée, ce qu'on trouve sur la plage, ça vient de n'importe où. Moi, je n'y crois pas. Il y a quand même une relation, à mon avis, avec ce qui se trouve en dessous. Et pour ça, on a fait un petit expériment à un moment donné. On a posé des tessons d'un pot à fleurs, un pot à fleurs moderne. On les a numérotés. On les a posés tout près de la marée basse. On a laissé deux fois la mer monter entre-temps.
puisqu'on a constaté que ça ne bouge presque pas. En général, les tessons se creusent, on les retrouvait presque à l'endroit même, et s'ils ont été déplacés, ils ont été un peu déplacés vers l'intérieur du pays, une dizaine de mètres au maximum. Mais au bout d'un certain moment, il y a des courants d'eau qui commencent à encercler l'objet. Et l'objet, c'est que, comme au fait, qu'un épave fait la même chose. Quand une épave descend sur le fond, il y a des courants qui commencent à creuser, et graduellement, l'épave se bouge, se déplace dans le trou que les courants sont en train de faire. Et c'est la même chose qui arrive avec les tessons qu'on a posés sur la plage. Donc, j'ai dit que sur la plage, on retrouve aussi des sites d'épaves, c'est évident. C'est un canon qu'on a trouvé sur la plage. Et vous voyez au-dessus, ce qu'on fait actuellement sur nos plages,